ce talk a pour sujet la refonte d'un monolithe qu'on a aujourd'hui chez quelques groupes pour passer de la technologie donc Symfony à Nust. Donc on va vous présenter à travers différentes étapes le voyage en fait qu'on a fait lors de ce projet. D'abord on va se présenter. Si ça marche, en fait il faut que je mette on. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Tu l'as branché? Je l'ai branché. On va à l'ancienne. Ça non plus ça marche pas. Donc rapidement on va se présenter, Arnaud, du coup je suis lead dev et Scrum Master chez quelques groupes et dans mes anciennes vies j'étais développeur d'applications médicales en .NET, entrepreneur et indépendant. Donc Abdallah Bratos pour moi, ça fait quelques mois que j'ai rejoint le navire Kelkoo. Historiquement j'ai full stack software engineer, donc principalement du JS, anciennement beaucoup d'applis mobiles, et beaucoup de JS avec des frameworks Angular, et aujourd'hui on va vous présenter ce qu'on fait. Donc rapidement, déjà un voyage, ça se justifie, alors pourquoi partir? Je vais vous laisser prendre connaissance de ce proverbe. Je ne sais pas ce qui vous inspire, mais en tout cas c'est pas du tout le motif de notre voyage. Donc le motif de notre voyage c'est plutôt Kelkoo, le contexte de l'entreprise. Donc à la base Kelkoo c'était plusieurs sites avec une architecture en microservices qui alimentait donc notre stack front-end. Et suite au rachat du coup de le guide, on a hérité d'autres front-end avec d'autres microservices en dessous. On est une équipe de 5 développeurs, donc 5 développeurs pour maintenir 5 stacks techniques différentes. C'est un peu compliqué, surtout c'est des stacks du coup qui ne communiquaient pas du tout entre elles. Donc on avait quand même une nécessité de revoir cette stack là pour en faire une unifiée. D'autant plus que les microservices, le guide, dans un contexte de synergie d'entreprise, allait être obsolété. Donc ça, c'était le motif de notre voyage. Alors pour notre destination, on avait quand même quelques contraintes fixées par notre PO. La première, c'est le SEO friendly. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Kelkoo, c'est un site, un comparateur de prix, je ne sais pas si quelqu'un connaisse, mais c'est une start-up grenobloise qui a été créée en 1999. Et qui a eu un grand succès, notamment grâce à un très bon SEO il y a quelques années. Et on a toujours une volonté forte en fait, d'être présent sur les moteurs de recherche pour nous ramener du trafic via Google. Donc notre stack devait être SEO friendly. Elle devait être modulable ensuite parce qu'aujourd'hui on a plusieurs sites, plusieurs front-ends à faire tourner. Et ce sont des front-ends qui ont des fonctionnalités différentes. Donc on voulait être capable de pouvoir reproduire ce schéma-là à partir de notre stack technique. Performante, parce qu'aujourd'hui c'est un critère justement important dans le SEO et de manière générale d'un point de vue expérience utilisateur, une stack doit être rapide et efficace. Robuste, donc fiable dans le temps avec peu de bugs, et enfin rapide à développer parce que bon, on n'avait pas non plus 10 ans pour entreprendre ce voyage. Donc ça c'est les contraintes qui nous ont amené du coup à entreprendre à trouver une destination qui ressemble vaguement à ça. Donc ça c'est une île paradisiaque où on se devait d'aller. Donc Abdallah va vous poser quelques questions pour mieux vous connaître, parce que moi, je ne les connais pas tous, lui oui, mais... Donc c'est un peu pour adapter notre speech, hein. Non pas du tout. Ce que j'aimerais savoir, c'est vote à main levée, hein. Qui fait du JavaScript dans la salle? Oh, c'est pas mal. Qui fait du JavaScript en dehors d'un navigateur? Donc je sous-entends Node, Electron, etc., etc. Ok, super. Donc, merci pour ceux qui font du JavaScript, je vais vous montrer une image on ressent un peu ça, et ceux qui font pas de JavaScript, ça vous correspond complètement. C'est un peu comme ça. Donc le but aujourd'hui, ça serait d'expliquer comment, nous à Kelkoo, au début, comment on a fait les choix, comment on a choisi nos équipements, et comment c'est le Rex de ce voyage de passage de Symfony à Vue.js. Donc pour construire nos équipements, pour tout préparer et avant de se lancer, tout simplement, déjà je vous ai déjà spoilé, hein, on est tout de suite parti sur du JS, tout simplement. Aujourd'hui, pour faire du contenu dynamique côté client, il n'y a pas beaucoup de choix, sauf si vous faites du WebAssembly en alpha. Hein. Et en plus de ça, qui connaît Jeff Atwood dans la salle? Jeff Atwood, c'est le co-fondateur de Stack Overflow et le blogueur de Coding Horror. Et un jour, en 2007 si je ne me trompe, il a dit « Toute application pourrait être écrite en JavaScript
sera finalement écrite en JavaScript. Donc nous, on a pris de l'avance tout simplement, on l'a directement écrite en JavaScript. Non, mais sinon, au jour le jour, ça se valide, parce que, mine de rien, il y a quelques années, il y a quand même quelqu'un qui a codé une partie du kernel Linux en JavaScript, qui fonctionne et qui est en ligne. Si vous voulez des preuves, je peux vous montrer après. Et en plus de ça, on est tous d'accord qu'il y a quelques problématiques avec JavaScript aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un langage dynamique, faiblement typé. Donc il y a plein de gens qui, lorsqu'ils voient ça, surtout des développeurs qui viennent de monde Java ou de C#, se disent c'est pas possible, on ne peut pas créer une stack qui tient la route avec ce genre de fonctionnement. Mais bon, c'est quand même les avantages de JavaScript. Et en plus de ça, aujourd'hui, la plupart des gens, si vous leur demandez JavaScript, c'est quelle version, on ne sait jamais. C'est un peu ECMAScript avec un numéro au choix, soit une année, soit un numéro. Bon, on essaye de passer outre ces problématiques, tout simplement car aujourd'hui, c'est quand même le gestionnaire de paquets avec le plus de commits en open source aujourd'hui, comparé aux deux grands prétendeurs avec NuGet de Microsoft et Maven pour tous les packages Maven. Mais mine de rien, il faut faire attention parce que dans ce monde, on a quand même pas mal de choses là-dedans, il faut quand même faire le choix. Et la petite blague sur le fait que les node modules tirent la moitié d'Internet à chaque fois qu'on veut démarrer un framework avec un Hello World. Mais bon, ce qui fait que c'est un gestionnaire des paquets qui fonctionne tout de même correctement. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grosses entreprises. De toute façon, je vais passer très rapidement, parce que tout le monde est conquis par JavaScript ici. Il y a Netflix, il n'y a pas très longtemps, qui ont recodé leur stack backend en Node, et ils ont divisé leur utilisation CPU par 3. Il y a également Slack, tout le monde utilise Slack aujourd'hui, j'imagine. Et vous avez très vite remarqué que la version Electron est vachement plus efficace et fonctionne mieux que la version web. Donc si vous n'avez pas Slack d'installer, je vous propose d'installer la version Electron. Et en plus de ça, il y a toute la stack Facebook avec React. Là pour le coup, c'est Instagram qui a été réécrit en React, en full React natif il n'y a pas très longtemps. Tout simplement pour viser les différentes plateformes mobiles plus facilement et plus rapidement. JavaScript aujourd'hui, c'est utilisé pas que pour les développeurs. Bon, ça c'est une petite aparté. Je vais vous présenter quelques cas d'utilisation. Là, pour les geeks, ceux qui aiment bien faire de l'Arduino ou de la robotique, du Raspberry, vous pouvez utiliser la plateforme J5 qui discute directement avec les API en JavaScript. Donc pour les développeurs front-end qui veulent se lancer un peu dans des choses un peu geek. Il y a 11 000 stars sur GitHub. À chaque fois que je donne une librairie, je donne le nombre de stars, sinon les gens ne font pas confiance. Et également, pour Google Home et Alexa, aujourd'hui par exemple, Alexa, si vous voulez faire une application, il faut impérativement qu'elle soit en serverless avec que du Code.js, ils n'acceptent pas autre chose. Pour les chefs de projet et les PO, aujourd'hui, Microsoft, depuis Office 2015 si je ne me trompe, ont arrêté d'utiliser du VB et du VBA pour faire les macros Excel par exemple, et on passait tout sur une nouvelle techno qui s'appelle Office Add-ins, qui est une stack en HTML, CSS, JavaScript. Donc si aujourd'hui vous voulez coder des plugins qui sont compatibles Office 365 ou version lourd, c'est en JS qu'il faut les coder. Bon, bien sûr, Google, ils ont suivi avec AppScript. Sinon, pour les devs et les entreprises, c'est classique, il y a du JavaScript partout, on peut faire du JavaScript partout, donc pour la rapidité, la simplicité, la popularité, pour également mutualiser du code client-serveur, partager les modèles, pour le recrutement plus facile. Je pense qu'aujourd'hui, si vous allez sur LinkedIn Jobs, je pense qu'il y a bien plus que la moitié qui parle de JavaScript. C'est également pour limiter les coûts de développement et le time to market. Aujourd'hui, coder une appli, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui codent des applis en ASP.NET, mais coder une appli en ASP.NET avec à peu près les mêmes fonctionnalités qu'une appli en JS, généralement l'appli JS sera prête plus vite. Donc pour nous, on va revenir à nos moutons. Chez Kellcook, c'était quoi on a choisi de faire du JS, très bien, mais aujourd'hui, sur le marché, il y a une panoplie de frameworks, et on a bien sûr choisi de comparer les 3 plus gros frameworks. Sachant qu'on était déjà une équipe construite, avec beaucoup d'historique sur du dev web, mais pas sur du JS, pas sur du dev web côté client, et pas mal de contraintes qu'on va vous expliquer. On a naturellement comparé les 2 plus gros, donc React et Vue, sachant que
recoder la stack actuelle a démarré début 2019. Donc c'est assez récent. Donc les deux, ils fonctionnent à peu près de la même manière, des composants, du DOM virtuel, c'est des librairies qui sont pas mal légères, et on fait beaucoup d'Angular chez Quelconc. On a choisi au début de pas partir dessus parce que on avait besoin de quelque chose qui était un peu plus léger. C'est un site de comparaison de prix. On utilise Angular principalement pour nos back-office, avec beaucoup de formulaires, pour des grosses applications qui ont besoin d'une maintenance un peu plus longue dans le temps. Les deux plus gros, la chose principale qu'on a comparée entre les deux frameworks, c'est plutôt la façon de templatiser. Donc pour les gens qui ont déjà fait du React, vous connaissez bien le JSX, la façon de construire vos UI. Pour les gens qui ont fait du Vue ou du Angular, on a ce qu'on appelle des templates, où on garde le DOM HTML et on y attribue du CSS, ce qui est un peu plus simple, il y a moins une montée en compétences nécessaire pour utiliser un framework out of the box. Et dans notre cas, ça correspondait pas mal. Sachant qu'il y a une flexibilité qu'on voulait conserver, l'application aujourd'hui elle existe déjà, et on voulait passer dessus un peu plus facilement. À la suite de ça, il fallait qu'on décide si on partait sur du full JS ou du full TS, parce que Vue, mine de rien, utilise le TS. Dans notre situation, il n'y avait pas vraiment beaucoup de développeurs de back-end qui viennent du Java ou du C#. Donc le typage, personne n'était totalement convaincu. Hein. On n'est pas pour ou contre. Hein. C'est juste que Vue aujourd'hui, le Vue 2 accepte du TypeScript, mais c'est pas leur paradigme. Tous les exemples sont en ligne, sont en JavaScript. Donc on est parti sur du JS. Mine de rien, on a pas mal de contraintes. Donc ça tombe bien. L'année dernière, au Snowcamp 2019, on avait vu une conf sur quelqu'un qui est potentiellement ici, je ne sais pas, qui a fait une conf sur Nuxt.js. Nuxt.js, c'est un framework au-dessus de Vue.js qui permet de faire du server-side rendering. C'est-à-dire, en plus c'est made in France, hein, les fondateurs sont bordelais. Donc, notre plus grosse contrainte, c'est SEO. C'est-à-dire qu'un robot arrive sur votre site web et il lit le DOM. Il veut voir le contenu dans le DOM pour pouvoir le cacher et l'analyser. Aujourd'hui, les plus gros robots, par exemple Google, font 2 passes. Une première passe pour lire le DOM sans analyser le JavaScript et une deuxième passe plus tard en analysant le JavaScript. Nous, on voulait l'avantage des deux, donc le server-side rendering construit votre application côté serveur et livre le DOM déjà prêt. En plus de ça, on voulait un faster time to content, c'est-à-dire, à partir de Google, vous allez sur notre site, le contenu s'affiche directement. Vous n'avez pas un loader, par exemple, quand vous allez sur Twitter, où il y a le contenu, le module client qui est d'abord téléchargé, ensuite les appels sont faits et votre contenu s'affiche. Parce que nous, on regarde des stats du genre le bounce rate, des choses comme ça. À la suite de ça, il fallait qu'on se protège. Tout simplement parce que JavaScript, ça évolue vite. Et pour cela, je vais passer la main à Arnaud. Bon, ça c'est Neil Bohr qui a dit ça. C'était de 1914, si je ne me trompe pas. Mais ça s'applique toujours aujourd'hui. Je vais continuer du coup sur la partie bonne pratique. En fait, c'est bien d'avoir des bons outils, mais au sein d'une équipe, pour être efficace et mener à bien des projets, il faut aussi repenser ses pratiques. Donc on a mis l'accent là-dessus, partant sur un nouveau projet. On s'est dit que c'était important de remettre à plat beaucoup de choses, notamment l'utilisation d'outils et la notation du code par exemple. Qui dans la salle utilise Visual Studio Code? Donc, pas mal de monde. Alors ceux qui ne l'utilisent pas encore, je vous invite vraiment à essayer. C'est un éditeur donc, qui est écrit en JavaScript, qui prêche un peu pour notre paroisse, qui est vraiment très sympa, très facile de prise en main et qui présente une forte communauté qui développe des plugins qui sont très intéressants dans l'utilisation au quotidien, notamment le debugger Chrome qui permet d'analyser son code en temps réel côté client et côté serveur. C'est vraiment un outil très, très intéressant à utiliser et qui nous permet de gagner en efficacité. Puisqu'il est partagé du coup au sein de l'équipe et que du coup on a tous le même outil. Quand on veut faire du pair programming, c'est très facile. La deuxième chose qu'on a intégrée dans Visual Studio, c'est ESLint. Donc c'est un linter qui permet de faire respecter des codes d'indentation, enfin des standards d'indentation partagés par l'équipe. Donc on s'est mis d'accord au début sur quel standard on allait adopter au niveau de notre stack et de notre projet.
Et ensuite, on a implémenté ces règles-là dans ESLint, et aujourd'hui, le linter suit le respect de ces règles-là. Donc ça, c'est pareil, c'est un gain de temps, puisque derrière, le code, il est lisible par tout le monde. Tout le monde a un nom pareil, tout le monde écrit à peu près le même code. Et alors derrière ça, on a attaché un autre outil qui s'appelle Husky, qui lui, en fait, est basé sur les hooks Git, qui permet justement de prévenir un commit quand on a bafoué les règles typiquement qui sont écrites dans l'int. Donc typiquement committer un console log dans le code sur une branche qui doit partir en prod, ça nous évite de le faire, et ça c'est vraiment plutôt pas mal, et on recommande de mettre en place cette stratégie-là pour s'assurer d'un code de qualité. Et après, sur la partie CSS, donc c'est resservi pas mal du code d'existant, mais on a apporté quelques modifications, on a fait pas mal de refactoring. Voilà, pareil, qui connaît la méthodologie de nommage BEM? Donc là, il y a quand même pas mal de mains. Est-ce que vous l'utilisez? Oui, non? Qui l'utilise alors? Ok, est-ce que vous en êtes content? Ouais. Moyen? Ouais, si. Pour nous, c'est un crush. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, BEM, c'est bloc élément modificateur. Donc si on prend l'exemple qui sera plus parlant d'un menu, en fait le menu ça va être notre bloc, l'élément ça va être un item de notre menu, et le modificateur donc ça va être un état d'un des items de notre menu. Avec le préprocesseur SAS, on peut écrire du code qui ressemble à ça, qui est très facilement lisible, qui est beaucoup plus performant au niveau des sélecteurs CSS que ce genre de choses, et beaucoup plus résilient aussi au changement de structure du DOM. Parce que là on voit qu'on a attaché du style à un ID, ensuite une classe, ensuite un tag, ensuite un tag plus une classe. Enfin, c'est un peu horrible pour lui pour trouver ce qu'il doit styliser. Et donc avec ça en fait on se retrouve avec des classes qui sont appliquées à nos éléments, et d'un point de vue débugage aussi du code CSS, ça apporte une réelle plus-value. Donc ceux qui ne l'utilisent pas, essayez au moins. La migration se fait assez bien, et honnêtement, nous aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien. On utilise aussi la structuration de fichiers SMAX. Alors là, c'est plus pour structurer les fichiers SAS qu'on utilise au sein du projet. Ça, je ne vais pas trop en parler. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir après. Et enfin, historiquement, on avait intégré Bootstrap dans notre site. Donc on avait décidé, du coup, pour aller plus vite, de continuer à utiliser la grille Bootstrap au sein de notre framework. Donc on a importé simplement les fichiers SAS. Et en fait, ça n'a pas été un bon choix, parce qu'au final, on a importé énormément de choses qui ne nous servaient pas au quotidien. Et aujourd'hui, avec les media queries, les mixins, on peut faire largement aussi bien qu'une grille Bootstrap, avec des besoins qui sont plus limités, du code qui est plus léger. Bon, je vais vous parler de l'équipe, parce que ce qu'on va vous présenter après, c'est un contexte important. Donc on est 5 développeurs en full-time sur le projet, et à savoir qu'il y a un de nos développeurs qui est en full remote, donc ça ajoute un peu de complexité. Et en plus, chez Quelcom, on fait beaucoup de télétravail, donc il y a des jours où on peut se retrouver seul dans les locaux et tout le monde en remote. Ça, sachant que on est en full Scrum depuis 15 ans. Qui n'est pas en Scrum ici? Qui n'est pas en Agile? Merci. J'avais peur qu'il y ait des mains qui s'allaient se lever. C'est sûr qu'il y en aurait, mais non. Ou sinon, vous n'avez pas envie de lever vos mains. Donc, on fait un peu de programming. On n'utilise pas la méthodologie à fond, on ne fait pas que des features en pair. Mais par contre, dès que les features sont un peu compliquées et qu'il y en a un qui a besoin d'aide ou de monter en compétences ou de partage, on n'hésite pas à faire du pair programming. C'est un peu ce qui permet d'avoir plus confiance, de faciliter aussi l'avancement des choses. On fait des code reviews, tout simplement parce que c'est la meilleure façon de mutualiser la façon de faire et de améliorer la partage de connaissances. Et bien sûr, il faut le faire en bonne connaissance de cause. Le but n'est pas de complètement analyser ce que l'autre a fait. Même si en effet on pousse nos code reviews un peu plus loin, c'est pas juste de la lecture de code, on récupère la branche, on regarde si les tests passent, on fait une première phase de testing. On fait des réunions entre devs, donc à chaque fois qu'il y a un choix, que ce soit architectural, que ça soit qui peut un peu impacter le projet, on prend du temps, ça peut être 10 minutes, ça peut être plusieurs heures, pour bien prendre la bonne décision et que tout le monde soit d'accord. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord et qu'il a des arguments, on en discute, on essaye de comprendre.
Et on utilise Discord pour notre synchronisation asynchrone, hein, tout simplement parce qu'en étant en remote, on a une chatroom dédiée avec, je sais pas, par exemple, s'il y a un build qui passe pas, s'il y a un déploiement qui s'est mal passé, on le met sur Discord et on arrive à communiquer de cette façon-là. Pour la stack de test, tout simplement aujourd'hui, comme Arnaud expliquait, on a quand même 5 marques sur une même stack technique. Et c'est de la production pour le grand public. Donc ce qu'on veut éviter le maximum, c'est de devoir retester nos 5 marques sur 60... ça fait 60 sites à la fin, car on a plusieurs langues. Si on devait manuellement retester tout ça, je peux vous dire que au lieu de faire des sprints de 2 semaines, je pense qu'on ferait des sprints de mois. Donc ce qu'on a décidé d'implémenter, et on va en parler, c'est du test-driven development. Donc d'abord écrire les tests, ensuite l'écrire l'implémentation. J'aimerais savoir qui fait du TDD dans la salle. Qui fait du TDD en front? Vous nous intéressez, parce que nous on a des problématiques aujourd'hui. On n'a pas trouvé la meilleure façon d'implémenter nos tests, surtout pour nos composants front. Pour le back-end, pas de souci. Pour la partie de Node.js, pas de problème. Mais si ça vous embête pas, à la fin on va bien discuter avec vous pour échanger. Donc on utilise Jest pour faire nos tests. Donc Jest c'est un framework de test par Facebook. Pour nos tests E2E, donc end-to-end, on utilise Cypress. Cypress, en quelques mots, c'est un framework qui permet d'automatiser Chrome. Vous connaissez Selenium, par exemple. C'est la version JS de Selenium. Et ça nous permet de quand même implémenter la plupart de nos tests nécessaires pour catcher des choses qui se passent mal. En plus de ça, grâce à Cypress, on a nos tests visuels, c'est-à-dire qu'on a des screenshots qui sont faits de l'applicatif, et on a un screenshot de base, par exemple, qui reflète la production aujourd'hui, et un autre screenshot, et dès qu'il y a un déplacement ou une modification qui a été détectée, le test est en fail, et une vérification manuelle est nécessaire, ce qui nous permet de catcher des problèmes visuels. Et pour finir, on a quand même la chance d'avoir un quality owner sur le projet. Donc c'est quelqu'un qui teste les releases manuellement. Donc mine de rien, vu que c'est un produit public, on a besoin de tester sur différentes plateformes, que ce soit du mobile, du web. Et pour cela, on utilise BrowserStack. Vous connaissez BrowserStack? Oui. Donc ça permet de simuler l'exécution de votre applicatif sur différents environnements, différents devices. Vous pouvez choisir exactement la version de, par exemple, OS X de Safari, la version de Chrome, un iPhone, un Android, etc. etc. Et pour ça, maintenant qu'on on vous a donné un peu la stack qu'on a construite, on va passer au voyage. Donc notre implémentation jusqu'à l'état aujourd'hui. Alors ça, c'était l'île qu'on nous avait promis, paradisiaque depuis 2015 avec Mascript, le nouveau standard, l'ancien nouveau standard, mais celui qui a un peu changé les choses. Donc on est parti janvier 2019, donc c'était il y a un an, et effectivement c'était suite. La réflexion était en cours, mais disons que là, il y a eu des conférences au Snowcamp qui nous ont confortés dans notre choix de framework. Donc on a dit adieu à PHP, hein. On était triste quand même, parce que ça faisait quelques années qu'on en faisait, hein. Plusieurs dizaines d'années. Et on est parti. Donc nous, on a fait notre POC, et là on a pris notre première petite tempête. Alors c'est sur quelque chose qui ne va pas vous choquer puisque vous faites du JavaScript, mais quand on vient du PHP, ça là, c'est marrant. Au début c'est pas drôle, mais après ça devient marrant. Donc voilà, donc le paradigme du côté asynchrone du langage nous a pas mal perturbé au début, et nous perturbe encore toujours un peu, hein, parce que ça fait qu'un an qu'on pratique. Et donc c'est quelque chose qu'il faut avoir pris en compte dans la transition entre les deux. Donc on a fait notre POC avec Nuxt, et au bout de 2 jours, voilà ce qu'on avait, donc un site avec une page de search qui fonctionnait à peu près. Alors bien sûr, c'était une toute petite partie de l'application, mais on avait quand même quelque chose, donc c'était très très encourageant. Et honnêtement, si vous avez un POC à faire avec, vous pouvez aussi essayer, vous faire votre propre idée. Nous, on a été un peu conquis. Donc on a continué à naviguer, et puis on a finalement acté l'architecture, donc la stack technique choisie. Donc on a au final en frontal un Apache derrière lequel tourne une app en Nuxt.js, qui dialogue avec un API proxy qui est codé en pure Node, qui fait finalement l'interface avec les microservices qu'elle couvre. Alors pourquoi on a intégré cette partie-là en fait dans notre stack?
Aujourd'hui, les microservices Quelcou, on n'est pas les seuls consommateurs de ces services-là. On a des fois des peines à faire évoluer, ou alors ils ne répondent pas totalement à notre besoin, notamment quand on veut faire de l'agrégation de flux. Aujourd'hui, cette stack-là nous permet de pallier à ces manques-là très très rapidement, avec un niveau de performance qui est très bon. Donc on a choisi d'intégrer ce composant-là en interface des microservices. Et bien sûr, on a un CDN qui délivre nos assets, qui est hébergé par Amazon CloudFront. Donc une fois qu'on a choisi notre architecture, on a commencé à développer les features, et là, on est arrivé à un point où on a subi une deuxième tempête, un peu plus forte celle-là, c'est l'isomorphisme. Alors est-ce que ça vous parle? Ouais, non, application universelle, l'inverse de SPA. Du coup, on a couru à notre librairie pour acheter ce livre-là, qui n'existe pas, mais si vous voulez, je peux essayer de l'écrire. Je vais vous présenter du coup le premier chapitre de qu'est-ce que l'isomorphisme. En fait, l'isomorphisme, c'est de partager un code applicatif pour avoir derrière une application qui s'exécute à la fois côté serveur et côté client. Donc globalement, parce que moi j'ai mis longtemps à comprendre ça, alors du coup je fais un petit schéma. On a un cybernaute qui tape des choses au hasard sur son clavier de son navigateur, peu importe. Il arrive sur un serveur, le serveur de Quelcou fort heureusement, qui transmet la requête à notre application. Là, c'est de notre application côté serveur. Cette application, elle a besoin d'informations pour alimenter la page et lui rendre le DOM. Donc elle va demander des infos aux différentes API et aux services. Donc là, on aura notre API Gateway, entre guillemets, en Node, qui renvoie ces infos. L'application génère la page avec le moteur de Node, donc V8, qui rend la page au serveur qui va la rendre au cybernaute. Alors le cybernaute, en cadeau, en plus de la page, il a le droit à un petit bundle client. Donc c'est un ensemble d'assets JS qui représente en fait notre application client, qui est ensuite hébergée dans son navigateur. Ce qui fait que à la prochaine navigation sur ce merveilleux site, plutôt que de passer par toute cette phase-là, en fait, il va dialoguer directement avec nos API. Donc on a une impression de réactivité qui est celle en fait d'une application Vue.js classique, sauf qu'au premier rendu, donc on a eu un rendu total du DOM. Donc cette contrainte-là, comme l'a expliqué Abdallah, c'était essentiellement pour des problématiques de SEO et donc de référencement. Alors globalement, Nuxt est basé sur Webpack, et Webpack, à partir de notre code source, génère en fait deux bundles. Alors ça c'est bien, mais ça nous a quand même posé des problèmes, parce qu'on a un bundle client, on a un bundle serveur, et on a le même code source. Alors des fois, on a des petites problématiques pour comprendre qu'est-ce qui est exécuté de quel côté. Et l'autre problème, c'est le partage en fait de connaissances entre ces deux environnements qui finalement ne dialoguent que par des requêtes qui n'apparaissent pas. C'est que ça marche plus. Si. Des requêtes HTTP. Donc ça, c'est aussi un autre paradigme qui est un peu compliqué dans l'isomorphisme ou l'application universelle. C'est que, en fait, l'application qui est côté client, après, pour dialoguer avec le serveur, il va falloir qu'elle fasse des requêtes HTTP. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude d'utiliser, qui nous a posé des problèmes d'abord de compréhension et ensuite encore d'utilisation un peu aujourd'hui. Passant cette tempête-là, donc on a continué et on a lancé notre premier site du coup en octobre 2019, donc 10 mois après le lancement. Donc c'était Quelcou US et Quelcou Mexique. Ça s'est passé comme ça. C'était très bien. Donc c'est des sites avec peu de trafic, mais on n'a pas eu de problème quel qu'il soit. On avait redéveloppé le site avec les fonctionnalités existantes et tout s'est bien passé. On a eu une deuxième tempête juste avant d'arriver. En fait, comme on l'a présenté au début, on voulait faire une seule stack pour servir plusieurs marques. Alors c'est ce que j'ai mis, la phrase un peu, je sais pas si elle est aguicheuse, mais One stack to rules them all. Une seule application pour servir plusieurs marques dans plusieurs langues sur plusieurs environnements. Alors ça, quand vous bundlez une application JS en Webpack, vous savez que vos fichiers JSON avec vos configs, avec vos traductions, il prend tout, il en fait un gros fichier JS, et puis après démerdez-vous. Du coup, la problématique, c'est de résoudre cette équation, en fait, d'avoir plusieurs marques qui tournent avec la même application, dans plusieurs langues, dans plusieurs environnements. Alors, comment on a fait? En fait, la solution, elle s'est trouvée au niveau de la configuration. On a mis en place une usine à configuration. C'est spoiler. En fait, on a
globalement 3 niveaux de configuration qui sont chargés à des moments différents dans la vie de l'application. La première configuration, elle concerne la configuration de la marque, donc c'est pour des choses très simples, des features activation, etc., qui sont au niveau d'un fichier JS qui est chargé directement dans l'appli. On a un service de traduction qui nous permet d'alimenter l'application avec ces traductions. Donc là c'est pareil, c'est un service qui renvoie un fichier JSON. Et notre dernière configuration, donc c'est un fichier d'environnement qui est basé sur des variables qui sont chargées et qui sont propres à chaque environnement. Si ça vous intéresse, on peut en discuter après. Je ne vais pas rentrer dans les détails de quand c'est pris en compte, etc. parce que c'est un peu compliqué et ça peut prendre longtemps. Finalement, on est arrivé, un bilan après 1 an de voyage, du coup, on a réussi à lancer 5 marques, 60 sites, et aujourd'hui on a 95 000 utilisateurs par mois uniquement sur la marque Kelkoo. Donc les autres sites, je n'ai pas les stats, je ne peux pas vous dire. Et au niveau du reste à faire sur la migration totale de tous les sites, il nous reste les sites majeurs, donc par exemple kelkoo.fr ou leguide.com, qui aujourd'hui ont plus de trafic, plus de features qu'on n'a pas encore migré. Donc ça, c'est encore des choses sur lesquelles il nous faut avancer. Alors, est-ce que c'est le paradis? On va reprendre un peu nos listes de contraintes qu'on avait initialement vues. Au niveau du SEO, aujourd'hui, on a rempli cette contrainte-là, puisque en fait, notre application est rendue côté serveur, le DOM est crawlable, et aujourd'hui, les robots Google continuent de nous indexer. Donc là-dessus, on est plutôt content. Modulable, oui, parce qu'en fait, on arrive avec une seule application à lancer plusieurs marques sans avoir besoin d'avoir plusieurs applications. Donc on arrive à partager le code et à créer la différence entre ces différents sites. Rapide à développer, je pense que oui. Lancer plusieurs sites comme ça en 1 an, avec une équipe de 5 développeurs, sachant qu'on avait quand même un peu de BAU en parallèle au début du projet, je pense qu'on peut dire que c'était aussi un objectif qui était atteint. Par contre, sur la performance et la robustesse, là, on n'est pas totalement conquis par l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors sur l'aspect... il y a un petit nuage là-bas. Sur l'aspect... alors c'est pas vraiment performance, c'est plus utilisation au quotidien de Nuxt. On a toujours des problématiques avec la complexité en fait, de l'application et du server-side rendering surtout. Webpack, ça reste un peu de la magie noire. Je sais pas si c'est pareil pour vous tous, mais il y a des choses qu'on n'explique pas, qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre. Aujourd'hui, ça fonctionne. Mais moi, ça me pose toujours un peu problème d'utiliser des outils dont je ne connais pas exactement le fonctionnement interne. Et Webpack, ça en fait encore partie. Une techno performante ne garantit pas une application performante. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a développé, et on n'a pas suivi en fait, la performance de notre application au jour le jour, ou du moins de release en release, et on aurait dû, parce qu'en fait, quand on a livré notre premier site, on a lancé un audit Lighthouse, et puis on a fait « Ah, bon, c'est moins bien qu'avant ». Donc globalement, on aurait dû monitorer cette performance dans notre CI beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a, qu'on lance toutes les nuits. Donc on a un audit qui sort, un rapport qui nous dit voilà, votre performance est en amélioration ou au contraire a été dégradée. Et ça, c'est important, je pense, pour un projet. Si vous avez des contraintes de performance, de monitorer le plus tôt possible pour vous permettre de, surtout quand vous débutez dans un langage, pour permettre de rectifier le tir s'il y a besoin. Et le dernier point, c'est sur la maintenance des tests end-to-end. Donc en fait, on voulait absolument pas retourner sur Selenium. On a utilisé Cypress et aujourd'hui, on a plusieurs centaines de tests end-to-end qui tournent sur Cypress, sur notre CI toutes les nuits. Ça prend 20 minutes à lancer l'ensemble des tests. Et on a des soucis de stabilité, que ce soit à cause du framework ou à cause du réseau. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui nous pose problème parce que on a dans l'équipe un CI owner qui chaque semaine est responsable de la CI et donc doit garantir le fait qu'elle soit bleue. Et ça prend beaucoup de temps en fait d'investiguer, trouver l'origine des tests et de les fixer. Donc aujourd'hui, Cypress, c'est quelque chose qui est très bien. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé le bon ratio d'utilisation et d'implémentation de ces tests end-to-end. Peut-être qu'on est allé trop loin dans la volonté de tester des choses qui au final n'ont pas d'intérêt ou pas de criticité d'un point de vue business. Et aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose sur lequel on va travailler et essayer de trouver le bon curseur parce que ça nous fait perdre du temps au final alors que le bénéfice n'est pas vraiment tangible. Voilà.
Merci pour tout. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on est ouvert. À tout. Je sais pas combien de temps on a dû. Du coup, il reste 10 minutes. Oula. Il reste 10 minutes pour les questions, donc s'il y en a qui veulent en poser, je fais passer le micro. N'hésitez pas. Il n'y a pas les personnes, j'ai vu qui s'étaient inscrits, Jules, c'est lui qui a fait la presse l'année dernière sur Nuxt. Non, il n'est pas là, il n'est pas venu. Je suis déçu, il aurait été content. Du coup, je disais globalement quoi? Plus React, plus Vue, plus Angular, niveau framework front. Angular. Angular. Qui Angular? Waouh, fuyez. Qui React? Quelques-uns. Et qui Vue.js? Oh putain, non, minorité. C'est terrible. Angular, du coup, c'est plus des utilisations de back-office. Bon, c'est bien, continue Angular. Si vous n'avez pas de problématique de SEO, aujourd'hui, franchement, faire du server-side rendering, c'est quand même pas trivial. Et on n'a pas une totale maîtrise, personnellement, de ne pas avoir une totale maîtrise de ce qui se passe au sein de Webpack, je trouve pas ça top. Une question? Vas-y. Bonjour. Bonjour. Moi j'avais une question concernant en fait la partie configuration de l'application. Ouais. En fait vous disiez il y avait 3 niveaux de configuration. Ouais. Et en fait c'est cette partie-là principalement qui m'intéressait parce qu'on développe une application qui on va dire a quasiment les mêmes besoins. Okay. Et en fait je voulais savoir du coup quand vous parlez de partie complexe en fait c'est complexe dans quel sens? Est-ce que c'est sans ce genre aussi un développeur junior en fait? Est-ce qu'il comprend ce qui se passe à ce niveau-là en fait? C'est tout ça ma question. Ça dépend, en fait c'est plus une politique de développeur et de codébo en fait, d'avoir voulu découper cette application en 3 parties parce que tu pourrais très bien tout mettre dans un seul fichier et le donner à manger à ton application au début et après derrière faire des cas. Quand tu es sur un site français, tu prends les trades françaises, quand tu es sur telle marque, tu prends tel machin. Ça c'est possible, c'est plus simple honnêtement. Après le désavantage c'est que du coup tout est embarqué dans ton application. Par exemple nos traductions, nous on avait une contrainte de les mettre à jour à chaud. Et là, c'est bundlé dans ton JS, tu peux pas avoir ça. Et la partie configuration, c'est pas vraiment celle de Nuxt. En fait, si tu veux lancer un site sur Nuxt, c'est très simple. Un site, une marque dans plusieurs langues, c'est très simple. Lancer plusieurs sites ou plusieurs marques dans plusieurs langues, c'est là où ça devient compliqué parce qu'en fait, tu déclares par exemple tes domaines. Tu as une liste de domaines, et puis quand c'est que c'est du Kelku, quand c'est que c'est du Chao, quand c'est que c'est du Pikengo, ça c'est plus compliqué à avoir. Mais après c'est pareil si vous avez des environnements, on a des domaines par environnement, et ça c'est pareil, il faut en fait une fois que ton bundle est compilé avec tes variables qui représentent tes domaines, ça s'exécute que là-dessus. Donc je suis pas sûr d'avoir répondu totalement à tes questions, c'est compliqué si tu fais ça bien. C'est peut-être ça la conclusion. Et du coup, en fait, ce que j'entends, il y a une seule application que vous avez, en fait, quand vous compilez, ça c'est une seule application. En Angular, du coup, en fait, quand on fait de l'AOT multilingue, des fois, en fait, il produit plusieurs sites différents. Ouais. Est-ce que vous avez tenté cette technique, en fait? Alors non, parce qu'en fait, au sein de Kelku, au niveau du déploiement, là je vais rentrer dans les détails techniques, en fait on produit des RPM, et on a un RPM globalement par composant. Donc en fait quand on lance quand on fait une version de notre application, notre code bundlé il est embarqué au sein d'un RPM. C'est comme un gros zip qui après va être installé sur tes machines. Et en fait c'est au moment de l'installation, donc du déploiement, on va par exemple charger les variables qui sont d'environnement. Donc typiquement tes domaines, on va les charger, on va les mettre dans des variables d'environnement Node qui après elles vont servir à alimenter des variables au niveau de l'application. Ça c'est une partie. J'ai oublié ta question. Non, c'était juste, en fait, comme vous parlez de problème de performance, en fait, vous me dites là-dessus par rapport aux performances, en fait, Angular propose l'AOT justement pour résoudre une partie de ce problème de performance, en fait, notamment au niveau de démarrage, en fait, et donc du coup, je demandais si ça aurait pu vous aider dans votre cas. L'AOT, c'est en fait, concrètement, par exemple, pour les langues, si vous avez 2 langues, en fait, ils buildent 2 applications différentes, une application avec l'anglais par exemple, une autre avec le français, et comme ça au niveau du rendu, en fait, c'est un peu plus rapide. D'accord. En fait, on ne calcule pas les langues au moment de l'exécution, mais c'est vraiment au niveau du build. Là, on aurait pu le faire. Après, du coup, tu
tu peux pas les modifier à chaud. Ça, c'était une contrainte de notre truc. Bah, Après ça, c'est peut-être une connerie, parce que personne ne les modifie, mais ça fait partie des contraintes. Vas-y. Dernière question. Du coup, vous parlez aussi du monitoring des perfs en fait en CI. Ça m'intéresse. Comment est-ce que vous faites? Lighthouse, je sais pas si c'est un module CI, mais en tout cas, vous pouvez installer Lighthouse en browser headless et il vous produit les mêmes rapports que vous avez au niveau de la DevTool Google. Donc nous, en fait, toutes les nuits, on rebuild une application à partir de notre branche. On la déploie sur nos différentes machines de CI et on fait tourner ces tests Lighthouse dessus. Donc ça nous renvoie un rapport en HTML qui est historisé dans Jenkins. Et on a une autre partie qui est générée en JSON qui, elle, après est récupérée et graphée au niveau de Grafana. C'est un outil de graphique pour les apps. Et ça, c'est vraiment bien pareil pour suivre l'évolution de ton appli. Ça fait partie des outils qui sont intéressants. Le pair programming en full remote. Du coup, le pair programming en full remote, c'est passé comment? La bienveillance. À Paris Web, on a vu une conférence justement sur alors pas le pair programming, mais de la code review. En fait, il faut, avec la personne qui est à distance, on code pas en pair toute la journée, mais par exemple, quand il a un souci, en fait, on ouvre des portes à la discussion lors de ces stand-up le matin, dire bon, tu travailles là-dessus, tu as un problème, n'hésite pas à m'appeler, et du coup, via Zoom, on fait du partage d'écran, on explique les problématiques qu'ils rencontrent ou qu'on rencontre, et après, derrière, souvent, ça amène des solutions. Donc sur la partie pair programming, on fait que cet aspect-là, même entre nous à Grenoble, en fait, on va pas être toujours à deux à coder la même chose. Parce que je crois que j'avais vu des plugins VS Code qui permettaient d'être à deux sur le même... Alors moi personnellement, j'y crois pas, mais en fait je pense que des explications, pouvoir pointer des choses sur l'éditeur, ça peut être utile. Après, taper des lignes de code à deux en même temps, je sais pas, faut essayer, hein. J'ai pas essayé, je suis sceptique par définition. Mais c'est le fait que ça se passe bien avec la personne qui est à distance, c'est essentiellement lié à la méthodologie agile et au fait qu'on établisse un dialogue qui est permanent. Le monsieur qui t'a piqué le micro avec question. Ah pardon, excuse-moi. Putain, désolé Peter. J'étais focus. Est-ce que vous pensez passer à TypeScript avec Vue 3? Peut-être. En fait, la question, tu veux répondre? Je peux répondre tout le temps aux questions. Peut-être. En fait, TypeScript, c'était pas un choix qui était fermé, mais comme vous avez vu dans les contraintes, il y avait la rapidité de développement. C'était sortir une stack très très vite. On aurait pu aussi choisir React, mais en fait, ça faisait partie des freins. Clairement, monter en compétence sur React, puis monter en compétence sur TypeScript, ou l'un et l'autre, en fait, ça aurait été trop coûteux. Mais c'est pas un choix fermé, parce qu'aujourd'hui, on est monté en compétence sur JavaScript. On maîtrise mieux l'application, donc demain, si TypeScript a toujours le vent en poupe aussi, c'est ça la question, peut-être qu'on partira dessus. Et après, le framework Nuxt évolue assez vite et suit les montées de version. Donc ça, c'est chouette, il y a alors pas une énorme communauté, pas aussi grande que celle derrière Vue.js, mais il y a une petite communauté, et ça, c'est dans notre chaîne Discord, ils sont très accessibles, c'est cool aussi. Bonjour, donc déjà je voulais rebondir un peu sur ça. Est-ce que vous avez envisagé Flow potentiellement qui demande moins de refacto que TypeScript? En fait c'est comme TypeScript mais c'est vraiment juste pour typer et ça marche beaucoup par annotation. D'accord. Okay. Si jamais vous voulez regarder là-dedans. Ouais, je jetterai un coup d'œil, je connais pas. Après, l'environnement évolue beaucoup aujourd'hui en tant qu'entreprise. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien miser sur des petits trucs sympas qui sortent un peu du cadre, mais en tant qu'entreprise, il faut quand même essayer de choisir des technos qui durent dans le temps. C'est plus mon point derrière TypeScript, il y a Microsoft, des gars un peu costauds. C'est clair. Je regarderai quand même, ça marche. Et j'avais aussi une question, tu dis que vous avez eu énormément de difficultés concernant le SSR. Ouais. Moi je sais que j'ai déjà fait un peu de SSR avec Angular Universal et j'ai eu quelques soucis vis-à-vis des accès à la window, etc. Qui sont pas partagés. Mais à part ça, c'était quoi vraiment vos difficultés? En fait c'était comme le code est compilé, par exemple si tu mets quel coup en dur dans ton application ou tu as un string qui représente ta marque, lorsque tu fais ton bundle, il y a quel coup partout. Donc si tu veux te servir du même bundle pour aller déployer un Ciao, tu peux pas. Donc c'est ça essentiellement la difficulté. Après c'est pas lié au... en fait tu
compiles tes deux bundles, c'est ça qui fait la complexité du SSR. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un site, plusieurs langues, c'est facile. Avec Nuxt, c'est très facile. On a essayé de le faire sans Nuxt au tout début du projet, dans les différents POC qu'on a réalisés. On s'est un peu cassé les dents dessus. Ok. Et dernière question, avec pareil, tu dis que vous avez eu des difficultés avec Webpack, comme quoi ça faisait vraiment boîte noire. Ouais. Est-ce que Webpack il est inclus avec Nuxt? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez essayé d'éjecter la conf pour essayer de le tweaker un peu? Bah, je pense que c'est un des principes qui fait que ça marche, enfin que Nuxt marche, c'est justement le fait que tu puisses bundler deux applications différentes avec des assets différents, avec un manifeste qui t'envoie les ressources côté client. Cette facilité-là, effectivement, on pourrait essayer de l'enlever. Aujourd'hui, on n'a pas encore le... Non, c'est vraiment... du coup, il est inclus avec Nuxt. Ouais. Et la conf n'est pas super accessible. C'est-à-dire que dans la doc, voilà, justement, il me semble... Mais tu peux la surcharger. Mais tu trouves peux la surcharger, mais pas le... Ok. Tu vois pas clairement ce qui est fait. Mais tu peux dire, moi, par exemple, pour mes assets JS, je veux qu'ils s'appellent Toto 1, Toto 2, Toto 3. Ok. Parce qu'il me semble que tu peux éjecter... Enfin, en tout cas, je sais que certains frameworks permettent d'éjecter totalement Webpack. Okay. Et que tu puisses en fait le gérer toi-même. Bon, du coup, ça demande beaucoup plus de maintenance et dès que tu fais une montée de version, c'est pas pris en compte, mais donc du coup, c'est beaucoup plus customisable et ça peut potentiellement résoudre. Quand j'aurai un niveau d'expertise suffisant, j'essaierai. Mais là, aujourd'hui, je ne me sens pas. D'autres questions? Bah, du coup, une dernière petite question. En fait, après cette petite année d'expérience que vous avez eue, en fait, si aujourd'hui on était encore début 2000, en fait, on était début 2019, en fait, est-ce que vous repartirez en fait pour le même voyage? Ouais, clairement. Bah, c'est une chance, hein, honnêtement. Je sais pas, mettre les moyens comme ça, humains, derrière une refonte totale d'un site sur une nouvelle techno, c'est pas mal. Hein. Il y a des boîtes qui restent avec du PHP, Symfony, parce qu'ils n'ont pas le choix. Malgré toutes les difficultés, c'est oui, sans réfléchir en fait, c'est ça? Ah ouais, clairement. Puis même d'un point de vue humain, toute l'équipe sera d'accord, on a vachement appris. C'est aussi, ça fait partie de nos pas nos critères, mais notre manière de voir le développement web. C'est un environnement qui bouge beaucoup et apprendre c'est super intéressant. L'environnement JavaScript est très intéressant. Donc, Mais du coup, pourquoi vous avez mis I hate JS? Ouais, parce que... Moi j'aurais mis l'inverse en fait. Ouais, parce qu'en fait, tu attends. Ouais. À la fin de la presse, je pense qu'on pourrait mettre... On pourrait maintenant changer à I love JS, c'est juste que de temps en temps, tu as des choses comme ça où... You hate Webpack. Après, chez Kelco, on a beaucoup de devs backend qui font de l'Angular avec du Scala. Désolé, Laurie. Et du coup, eux n'aiment pas JavaScript. Le fait qu'il n'y ait pas de type, c'est un langage faible pour eux, qui ne mérite pas l'intérêt qu'on lui porte. Mais c'est dommage. C'est dommage. Le fait qu'il y ait une grosse communauté derrière, aujourd'hui, la facilité d'utilisation d'un langage, c'est le facteur de son succès, je pense. Et après, pas forcément de sa performance ou de sa bonne utilisation, mais aujourd'hui, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Dernière question après. Ouais. Moi, du coup, toujours sur le voyage, je pense que toujours sur le voyage, est-ce qu'il y aurait des choses que vous feriez peut-être différemment a posteriori, en fait, plus que parce que je sais pas si c'était ce que tu voulais dire, mais à la fin de ça, est-ce qu'il y a des choix qui auraient peut-être valu prendre un peu plus de temps pour regarder, ou des choix que vous regrettez a posteriori? Tu veux répondre? Je pense que les problématiques de perf, par exemple, se concentrer directement sur l'outillage qui existait, et aussi, j'ai envie de dire, la partie API Node qu'on a, la proxification du Node. Nous, on l'a codé avec du pur Node, on n'est même pas parti sur un framework comme Express. Cette partie-là, on aurait dû un peu mieux y réfléchir, parce qu'il fait quand même pas mal d'agrégation de données, il gère du cache, et ce genre de choses, et aujourd'hui il est un peu compliqué à maintenir, et on a prévu, on a déjà commencé une refonte de cette partie-là. Donc on n'attend pas que ça dure trop longtemps, on a vu que c'était pourri, on a dit allez, on va voir le PO. C'est performant, mais c'est oui, pas très bien. C'est très performant, aucun problème, mais à la maintenance, à chaque fois que tu dois aller dedans, tu regardes, tu fais Non, on va laisser en Node, mais en fait aujourd'hui on a une meilleure vision de ce qu'est notre besoin. Au début on avait juste mis en tant que proxy, ça prenait la requête, ça la redistribuait aux différents API derrière.
Aujourd'hui, on sait qu'on veut faire de l'agrégation avec, on veut aussi faire de l'allègement de flux, en fait, parce qu'on a des flux qui sont beaucoup trop lourds par rapport aux besoins du front-end derrière. Ça aussi, on veut le réimplémenter comme il faut. En fait, les besoins sont venus petit à petit, et du coup, on est parti d'un besoin comme ça, et on a fait une appli un peu sec de nous. Mais on a aussi plein de web services qui répondent au XML, et ça, c'était hors de question qu'on envoie du XML à notre front-end. Ouais, et du coup, ça permet vraiment de limiter aussi l'adhérence. Si vous avez des services qui sont pas pourris, mais qui correspondent pas vraiment à votre besoin, un petit serveur node qui prend, qui requête, qui renvoie que ce dont vous avez besoin avec le bon formatage. Votre front-end, après, il reste beau. Derrière, vous n'avez pas des vieilles méthodes qui vont faire du parsing pour choper la bonne valeur au fond d'un truc, quoi. Ça, c'est l'intérêt qu'on y voit aujourd'hui. On est content de ce choix-là aussi. Il y a un stand quelconque en bas si vous voulez rediscuter avec Abdallah et Arnaud. Et merci beaucoup pour toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu.